Avant de démarrer cet épisode, un mot sur le partenaire qui nous accompagne tout au long de cette saison, Comptable.com. Leur objectif est à la fois très simple et très ambitieux. Bouleverser les codes de recrutement dans la profession comptable. Pour ça, leur idée est de mettre en relation les cabinets d'expertise comptable et les entreprises avec les candidats, sans passer par la case cabinet de recrutement, ni par les traditionnels job boards. Donc là, pas d'annonce d'emploi, pas de CV Tech, mais des profils de candidats déjà sélectionnés et déjà interviewés par les équipes de Comptable.com que les recruteurs peuvent contacter directement. Pour le dire autrement, Comptable.com se positionne comme le LinkedIn de la profession comptable. Et ça fonctionne, puisqu'à ce jour, le site affiche déjà plus de 2000 profils de candidats. Donc que vous soyez recruteur ou candidat, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site et à nous dire ce que vous en avez pensé. Toutes les infos sont sur la page du podcast. Bienvenue dans Deux Premiers Ordres, un podcast réalisé par Compta Online qui donne la parole à ceux qui ont fait l'histoire de la profession comptable. Qu'il s'agisse de représentants bien connus de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes, ou de personnes plus discrètes qui ont dédié leur carrière dans l'ombre au rayonnement de la profession, nos invités partagent un point commun. Ils ont une histoire à raconter. Loi Pacte, évolution de la place des femmes, crise financière de 2008, réforme des diplômes, les sujets ne manquent pas. Et vous le verrez, évoquer l'histoire de la profession, c'est en tirer des leçons et apporter un éclairage nouveau aux enjeux d'aujourd'hui. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Michèle Giordano, qui est expert comptable et commissaire aux comptes, bien sûr, mais aussi présidente de la commission Relations publiques et communication de la CAVEC, dont il a également été le président. Bonjour Michèle Giordano. Bonjour. Écoutez, je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui dans cet épisode de ce podcast de Premier Ordre. On va avoir l'occasion d'aborder au moins deux choses, votre parcours personnel et l'histoire de la CAVEC. Et donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours professionnel ? On se limite aux professionnels, on est bien d'accord. Enfin, après, vous prenez ce que vous voulez. Non, professionnel et en parallèle un peu, dans les institutions. Professionnel, bon, on passe des examens, mais ça, on les a tous passés, donc c'est pas un scoop. Sauf que moi, je suis passé par une étape intermédiaire qui était d'être stagiaire autorisé à une certaine époque. Et à cette époque-là, d'ailleurs, j'étais président de l'Annex, travaillais avec Agnès à la mise au point du club de jeunes experts comptables à l'époque, puisque j'étais un peu avant elle. Et puis, après, j'ai commencé à organiser mon cabinet, pas très longtemps d'ailleurs, puisque j'ai été assez rapidement sollicité pour rentrer au Conseil régional d'Île-de-France. J'y ai fait 13 ans. Pendant ces 13 ans, il y a eu une étape très importante qui était la création de l'organisme de formation, qui était la SFOREF. J'étais président de la commission de formation, donc c'était vraiment un gros boulot à l'époque. Surtout que le soutien, il n'existait quasiment plus rien au plan national. Donc ça, c'était une initiative francilienne lourde, avec, j'ai à peu près fait toutes les commissions, avec une vice-présidence à une époque où il n'y avait que 2 vice-présidences, qui étaient, aujourd'hui on est plus riche, on en a davantage. Donc j'ai fait 13 ans, après j'ai fait 6 ans au Conseil supérieur avec des présidents qui ont été sur la fin de René Ricol, puis Dominique Ledouble et Claude Cazes, où là je me suis beaucoup occupé, pendant ces 6 ans j'avais 2 casquettes, président de la commission fiscale, qui à l'époque travaillait en étroite symbiose avec la DGI, je ne parle pas de DGI, on était très fréquemment sollicités, etc. Pour qu'on était d'accord, mais c'était une logique un peu de relecteur ou de suggérer des choses, etc. Et ça se passait de façon assez conviviale. J'étais très fréquemment sollicité, soit par le bureau de législation, soit par le service de législation fiscale. Et puis après, le rôle du président était d'aller défendre telle ou telle position auprès du cabinet. Donc ça c'était la fiscalité. Et puis tout le secteur public, où on a pu créer, j'ai succédé à Xavier Aubry et qui avait succédé à Mme de Kervillers. Et sur ce secteur public, on a beaucoup travaillé. On avait même dans le club 350 personnes adhérentes et un jour de cotisation, ce qui, dans nos instances, souvent on a plus d'adhérents que de gens à jour de cotisation. Mais je ne parle pas pour la CAVEC, restons tranquilles. Bon, voilà ce qui s'est passé. J'ai été aussi vice-président, et il n'y en avait toujours que 2, au Conseil supérieur. Et puis, en parallèle, il y a eu un positionnement syndical, où j'ai été
vice-président et secrétaire général d'Experts comptables de France à l'époque. Et puis, il y a des brouilles qui peuvent exister dans la profession. C'est pas, je dois dire, c'est quelque chose que l'on connaît. Charles-René Tandé m'a accueilli, ma foi, de façon tout à fait sympathique et bien volontiers à l'IFEC, puisque bon, c'est Charles-René aussi, je l'avais connu à l'époque à l'Annexe, parce qu'il a succédé à Agnès. Donc, ce sont des parcours qui s'écrivent dans le temps. Ça, c'est vraiment dans la logique. Et aujourd'hui, bon, je suis gentiment invité au bureau de l'IFEC où on parle de certains sujets, et principalement de tout ce qui est un peu lié à la problématique juridique, parce que c'est plus ma culture. Moi, je fais partie de ces experts comptables, peu nombreux aujourd'hui, qui ne savent pas se servir d'Excel, mais je sais me servir de Word. Donc si vous voulez, bon, je fais des études juridiques, pas des études scientifiques vraiment, et je me suis intéressé il y a quelques années à tout ce qui était protection sociale. Lié au départ à un passage à l'UNAPL, où j'ai été vice-président de l'UNAPL, et où on m'a envoyé à l'URSSAF Île-de-France. Et j'ai fait 13 ans administrateur à l'URSSAF Île-de-France, 3 ans à ce qui s'appelait l'ACOS, maintenant c'est l'URSSAF nationale, mais enfin 3 ans à l'ACOS, mais j'ai été sur un siège MEDEF à l'UNEDIC. J'étais administrateur de la CNAM, donc j'ai à peu près fait tout ce qui existe en dehors des allocations familiales en matière de protection sociale. Et la CNAM, bon, après j'ai arrêté en raison à la force de l'âge, puisque on n'a pas le droit d'être administrateur de ces bêtes-là après, dans la 67e année. Et là, la CPME a souhaité que je rentre à l'Agirc Arrco, et aujourd'hui, je suis encore administrateur de l'Agirc Arrco. Donc c'est vraiment tout ça, c'est la sphère sociale, et d'ailleurs ça nous a permis, on y reviendra sûrement, d'avoir une étroite collaboration entre la CAVEC et l'Agirc Arrco. Bon, ce qui est un point important. C'était un peu bizarre, j'étais le premier expert comptable administrateur de l'Agirc Arrco, ça leur a fait quelque chose de très étonnant. Bon, et donc ça c'est pour cette logique sociale, sachant que quand même, après, en parallèle, il y a eu la CAVEC, parce que je crois que j'ai dû prendre la présidence un peu par accident, lié à des logiques un peu compliquées au sein du groupe Berry. Dans un parcours compliqué, parce qu'à l'époque, la CAVEC était une des 4 sections qui étaient au groupe Berry. Eh bien, il a fallu travailler sur la sortie, qui a été concrétisée dans les 6 mois de la fin de ma présidence. Mais enfin, je me suis appuyé toute la période de conflit, de la Cour des comptes, enfin j'en passais des meilleurs, ce qui ne m'a pas effrayé en soi. La Cour des comptes, ils écrivent beaucoup, c'est très intelligent, c'est pas forcément suivi des faits, mais enfin bon bref, ça se gère bien. Et puis après la CAVEC, eh bien, donc j'ai eu ces 3 ans, Paul Lavef et Jean-Claude Spitz ont pris la suite, ils ont continuer à mettre en place l'autonomie de la caisse, vraiment, autonomie physique, pas juridique, mais physique. Et aujourd'hui, Frédéric Rogier m'a demandé de revenir parce qu'on avait travaillé ensemble à Experts comptables de France. On avait fait un binôme à Experts comptables de France, et comme Experts comptables de France l'avait désigné, enfin elle avait choisi pour prendre cette présidence, il m'a demandé si je pouvais l'accompagner, ce que j'ai fait bien volontiers. Donc du coup, je m'occupe de tout ce qui est communication et relations publiques. Voilà ce que je peux vous dire sur mon parcours. C'est un peu long, mais non, très bien. Mais quand on est septuagénaire, fatalement que le parcours est long. Et quand vous disiez tout ce parcours dans la partie protection sociale, ça vient d'où en fait? C'est le hasard qui a fait que vous avez commencé là-dedans, ou est-ce qu'il y a une impétence particulière pour ces sujets? Déjà, si vous voulez, j'ai retrouvé des mécaniques dans la protection sociale, je parle de gestion des organismes, qui recouvraient un peu la gestion publique, même beaucoup, puisque vous voyez, ici, mais comme ailleurs, il y a les marchés publics, enfin bon, etc. À l'URSSAF Île-de-France, j'ai longtemps présidé la commission financière et de gestion, où là, on travaillait sur les admissions en non-valeur, les problèmes de contentieux, enfin tout ça, c'est du droit administratif, entre guillemets, par déclinaison. Même si les URSSAF font de droit privé, les règles sont celles-là. Donc, et quand on s'y intéresse, c'est original. En plus, quand on est expert comptable, on a l'air encore plus original. Mais
Aujourd'hui, si vous voulez, par exemple sur l'Agir Carco, j'ai d'excellentes relations avec tout le staff. Enfin, d'ailleurs, on vient de faire un webinaire en commun avec eux, où on a eu près de 1500 participants sur l'évolution du régime Agir Carco suite à la réforme des retraites. Parce que toute cette... si vous voulez, ce qui est paradoxal dans le cursus de nos étudiants, c'est que l'autre jour, pour des raisons d'opportunité de calendrier, entre guillemets, il y avait une manifestation syndicale à La Baule et il y avait la remise la prestation de serment des confrères le lendemain, au même endroit. Donc j'ai participé. Et comme c'est une région qui est numériquement relativement faible par rapport à d'autres régions, ils appellent chacun sur scène en donnant le titre de leur mémoire. Bien. Sur la protection sociale, j'ai vu 0 mémoire. Quand je dis j'ai un moment pour remettre le prix du meilleur mémoire, je suis monté à la tribune, on m'a fait monter. Et j'ai dit, écoutez, je vais vous dire quelque chose, c'est que nous avons 2 tropismes dans la profession. Le premier tropisme, c'est qu'on est obsédé par la fiscalité, alors que les prélèvements obligatoires sur la protection sociale sont plus chers que la fiscalité. Et deuxième tropisme, nous ne savons faire payer les gens, mais on ne sait pas leur faire bénéficier de la contrepartie de leurs cotisations. Et je dis, l'avantage de la protection sociale, c'est qu'il y a des contreparties aux cotisations, et donc ça peut être des missions riches au niveau de la clientèle. Mais, si vous voulez, de par le cursus des études, de par l'approche que l'on donne aux gens, etc., enfin aux étudiants dans nos professions, c'est toute une partie culturelle qui est complètement occultée. Et je trouve dommage parce que ça fait partie de ces missions où alors on va voir l'optimisation de rémunération par rapport à la protection. Enfin, si vous voulez, l'avantage ou l'intérêt majeur, et on y reviendra pour la CAVEC, de l'approche sur la protection sociale, c'est qu'en réalité, c'est l'accompagnement d'un parcours de vie. Ne serait-ce que, bon, il y a un moment où dans la vie, on est célibataire, après on a des enfants, après les enfants, ils vont voir ailleurs, après on prend de l'âge et les problèmes de santé, enfin la protection sociale, elle est variable, ou les besoins sont variables par rapport à un parcours de vie, et donc c'est d'ailleurs un des points importants de la CAVEC et l'originalité d'un des points de la CAVEC par rapport à d'autres systèmes. Enfin, je veux dire, il y a des systèmes de solidarité comme les allocations familiales, hein, qu'on ait des enfants, qu'on n'ait pas d'enfants, c'est le même prix. La santé, aujourd'hui, tout le monde cotise la même chose. La retraite, surtout la complémentaire, en espérant que la déviance qu'on commence à voir poindre s'arrête rapidement, c'est du contributif, c'est-à-dire qu'en réalité, face aux cotisations, il y a quelque chose. Bien. Les régimes de prévoyance, invalidité décès, la maladie complémentaire, enfin tout ce qui n'est pas dans le régime obligatoire, c'est quelque chose qui mérite d'être étudié. Est-ce qu'on prend une rente éducation quand on a des enfants? Vraisemblablement, c'est pas imbécile. Quand on n'en a plus, ça devient imbécile. Bon, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Et donc, c'est en cela, si vous voulez, que nous avons des propositions à la CAVEC sur ces questions, mais il y a des compléments à apporter sur le régime, sur tout ce qui est le secteur privé et concurrentiel, parce que je crois qu'il faut que chacun analyse ses propres besoins à l'aune de son âge et de sa problématique familiale. Très bien, donc merci beaucoup pour ce premier tableau sur votre parcours. Maintenant, si on passe à l'histoire de la CAVEC, est-ce qu'on peut faire juste un bond dans le temps et repartir peut-être aux origines et nous décrire un petit peu l'histoire, le pourquoi de... Alors l'origine, j'ai beau être septuagénaire, je ne l'ai pas connu. Non, bien sûr. La CAVEC avait partie de ces grands mouvements, si vous voulez, de la libération de 1945, où on a voulu mettre en place tous les systèmes de protection sociale, sachant qu'ils avaient été conçus avant la guerre et qu'ils n'avaient pas totalement disparu en 1942. Donc 1945, c'est le grand mouvement, et donc en 1948, il y a une création par l'ordre d'un régime de retraite de base, puisque ce qui a été créé en 1945, ce n'est pas les retraites complémentaires, c'est les retraites de base. La logique des retraites de base, c'est ne pas mourir de faim et finir un peu propre. Les complémentaires, c'est un autre sujet, et les supplémentaires, c'est un troisième thématique. Donc, si vous voulez, là-dessus, il y avait des conseils régionaux qui étaient embarqués, et d'ailleurs, on a encore des restes dans l'ordonnance de 1945 sur ce montage, puisque les conseils régionaux peuvent créer, ce qu'ils ne font pas fait d'ailleurs, des régimes de prévoyance.
c'est encore dans l'ordonnance de 45. Bon, alors la CAVEC s'en est occupée, donc ils n'ont pas besoin de s'en occuper, mais je veux dire, si on avait besoin de démonter le chapiteau CAVEC, on pourrait très bien, avec les conseils régionaux, le mettre en place. C'est toujours dans l'ordonnance de 45, donc dans la loi. Et c'est une surveillance de l'époque. Bon, et puis la profession s'est organisée, les experts comptables d'un côté, excusez-moi, les comptables agréés de l'autre, parce que c'est quand même ça dans les années 60, et puis un impact sur la CAVEC, à l'époque, l'émergence de façon significative des sociétés commerciales dans la profession, ce qui a eu un impact sur la CAVEC et qui a une originalité dans le fonctionnement de la CAVEC, c'est qu'il n'y a que notre profession d'expert comptable. Je dis expert comptable parce qu'à l'époque, les commissaires aux comptes, on oubliait un peu. Hein. Enfin, c'est arrivé peu de temps après, mais enfin. C'est que nos confrères ce qui génère la cotisation à la CAVEC, c'est l'inscription à l'ordre. C'est un régime professionnel, ce qui est juridiquement a des conséquences. Et donc, ce régime professionnel est venu non pas en concurrence, mais en complément de l'Agirc Arrco. Et on est les seuls, parce qu'il y a d'autres professions libérales qui, si je prends les pharmaciens, ils sont à l'Agirc Arrco, mais pas à la Caisse des pharmaciens. Si je prends les officiers ministériels autres que notaires, ils sont à la Caisse d'officiers ministériels, mais pas à l'Agirc Arrco. Nous sommes des deux côtés, ce qui fait que ça fait des cotisations des deux côtés, mais enfin, ça fait aussi des prestations des deux parties. Donc, si vous voulez, ça a été... donc, en 63, dans cette époque-là, a été mis en place cette logique pour des raisons démographiques du régime, parce que la démographie en matière de retraite, c'est quand même très important. Donc, en 70, on a intégré les experts comptables salariés dans le dispositif CAVEC, et pas seulement les autonomes. Ça s'est fait à peu près en même temps que la compagnie des commissaires aux comptes. Puisque commissaire aux comptes, la compagnie s'est créée peu ou prou après la loi de 68 sur les sociétés commerciales. Après, si vous voulez, cette maison étant bien gérée, à la fin des années 70, on a mis en place un système de réserve. Ces réserves étant faites pour gérer un amortisseur qui pouvait être soit des aléas démographiques, soit des aléas financiers, soit des aléas juridiques, soit des aléas, tout ce qu'on veut. On s'en est pas servi pour le Covid, mais on aurait pu, vous voyez, c'était typiquement le genre d'aléa qu'on peut avoir. Et donc, dans la fin des années 70, eh bien, on crée cette commission des placements, etc. On a un taux de rendement technique qui était relativement fort et qu'il a fallu décroître progressivement. Mais enfin, on est toujours à un taux de rendement technique. Est-ce qu'on peut juste expliquer cette notion de rendement technique pour ceux qui ne savent pas? Oui, absolument. Voilà. C'est simplement, c'est un truc, pour mes confrères... c'est ni plus ni moins que l'argent que l'on récupère par rapport à celui qu'on a cotisé, pour faire simple. Nous sommes à peu de choses près au double de l'Agirc Arrco, ok, c'est-à-dire qu'on est à 8,5 à peu près. Aujourd'hui, on est à 8,5, c'est-à-dire que votre délai de récupération de cotisation, toutes choses égales par ailleurs, et sans inflation, etc., c'est 12 ans. Et que dans la mesure où la durée de vie moyenne, au-delà des 65 ans, c'est 85 ans, ça veut dire qu'en principe, il y a un bonus. Voilà. Donc le rendement technique, c'est la prestation qui est récupérée par rapport à la cotisation versée. Et comment on explique cet écart quand vous dites c'est du simple au double? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, la profession a été raisonnable quand l'État a décidé de passer de 65 à 60 ans, car en 45, la retraite était à 65 ans. Bien. Quand le président Mitterrand est arrivé au pouvoir, il est passé de 65 à 60 ans, en disant comme ça, les vieux s'arrêteront plus tôt et on aura moins de chômeurs. Bon, pas de bol, il y a eu autant de chômeurs, sinon plus d'ailleurs, mais c'était le credo. Alors ça, j'ai quand même connu cette époque-là. Et nous sommes restés à 65 ans. Ça a l'air bête, mais pendant ce temps-là, si vous voulez, aujourd'hui, ça rame depuis 40 ans, bientôt, plus de 40 ans, pour remonter à 65. Je ne sais pas si vous voyez, sans parler, enfin, donc je parle des derniers événements. Mais attendez, à partir du moment où on a commencé à comprendre, en des explications ces derniers mois, que plus on retardait l'âge de départ, plus j'allais dire, ça équilibrait les régimes. Mais nous, on ne les a pas équilibrés, on les a améliorés.
Et ça correspondait, 65 ans, c'est pas glorieux, c'était simplement, d'abord, c'était ça. Et deuxièmement, dans une vie d'expert comptable, 65 ans, c'est pas... Bon, on n'est pas chaudronnier, hein, clairement. Donc, faut quand même... on se fatigue un peu moins vite. Donc voilà à peu près, si vous voulez, jusqu'aux années fin 80, pour faire simple, où on a commencé à s'informatiser. Ici, il y a c'est l'administratif d'une caisse de retraite, c'est presque sur 100 ans. Entre le moment où on cotise et le moment où on liquide. Et à la longue, on a quand même réussi à récupérer le suivi manuel. Mais j'ai encore vu des fiches à une époque dans la maison, qui étaient des fiches de l'époque antérieure à 80, ce qui n'est pas illogique d'ailleurs. Donc voilà. Non, après, si vous voulez, dans le début des années 2000, eh bien, si vous voulez, on a fait partie, on a eu un régime unique en points, ça c'est un point important dans l'évolution des professions libérales, d'accord ? Donc ce régime était en 2003, et donc chaque trimestre validé, on a attribué 100 points, ce qui fait qu'il y en a qui ont payé les trimestres plus cher que d'autres. Et puis 2010-2012, eh bien, il s'est passé deux choses que j'ai eu à gérer. J'ai pris la présidence en 2012 et si vous voulez, nous avons réussi à faire modifier la loi pour que les salariés ne cotisent pas au régime de base. Et comme nous sommes un régime par tranche avec option, ça a permis que nos confrères, ça servait à quoi de valider 8 trimestres par an quand il n'y en a que 4 qui comptent, ça ne servait à rien. Donc la cotisation qui était mise sur le régime de base des professions libérales a sauté, et donc ça leur a permis d'opter pour la classe supérieure au régime complémentaire, et nous d'améliorer l'équilibre du régime. C'est une réforme qui a eu un impact certain, clairement, et en plus qui était empreinte de grande équité. Pour l'anecdote, quand même, ce schéma, c'est 2012, quand on regarde, c'était quoi ? C'était la fin d'une majorité de droite à l'Assemblée nationale et le début d'une majorité de gauche au Sénat. Aujourd'hui, c'est presque l'inverse, mais enfin, on a connu l'inverse. Et donc, j'ai fait passer un amendement à l'Assemblée nationale par la droite, qui était voté en commission à l'unanimité. Et puis après, j'étais questionné par rapporteur socialiste, avec une présidente de la commission des affaires sociales communiste qui est venue me saluer en disant très important, enfin, etc. Pendant 1 heure, pour savoir pourquoi on faisait cette mesure. Bon. Alors, je ne vous cache pas, il a fallu sortir la concurrence internationale, l'Europe, les jeunes, enfin bon, tout ce qui était possible, imaginable. Alors, la seule chose que je ne pouvais pas dire, c'est parce que ça nous arrange. C'était pourtant la vraie vérité de la véritable histoire. Bon, c'est passé, et donc aujourd'hui, si vous voulez, on a un certain nombre de cabinets qui ont des salariés associés, qui optent pour la classe D, ou qui ont opté pour la classe D, ce qui est mieux pour eux, parce que le rendement du régime de base, c'est pas tout à fait le nôtre, d'une part, et deuxièmement, ça leur permet, si vous voulez, d'avoir une meilleure assise sur ce que j'appelle, moi, qui est fondamental, les revenus de remplacement quand on pense à la retraite. Contrairement à ce qu'on pense, on dépense autant d'argent, voire plus, quand on pense à la retraite que quand on est en activité, donc du moins au début. Donc ça, c'est un premier modification. Une deuxième modification, que aussi j'en ai la pérennité, c'est l'instauration des indemnités journalières au 91e jour, qui, à compter du 91e jour, on ne peut pas être moins, puisque nous sommes caisse de retraite et pas caisse de santé, régime de santé. Et donc on l'avait mis en place sur une période de 3 ans. Donc c'était aussi un point qui est important, parce que c'était nouveau dans la profession, avec là aussi une cotisation faible pour une prestation d'un certain niveau, ou d'un niveau certain. Bon, 2015, on déménage, on vient s'installer ici, et puis 2018, eh bien, on donne un coup de pouce significatif au régime invalidité décès aussi. Et depuis, si vous voulez, on a recalé beaucoup de choses dans la gestion de la maison. Enfin, c'était compliqué parce qu'on partait de personnel en commun avec, etc., qu'on a eu des gros problèmes de récupération de données informatiques parce que il fallait surtout pas prendre l'informatique du groupe Berry, ça aurait été une catastrophe financière et technique. Donc il a fallu qu'on reparte quasiment d'une page blanche. Récupérer les données, on a eu des gros bataillons d'informaticiens ici pour ne pas perdre d'informations. Tout cela, si vous voulez, bon, et ça a quand même pris du temps, parce que l'autonomie, c'est bien d'en parler comme ça, mais enfin, ça suppose un gros boulot.
des équipes, etc., etc. Donc tout ça est important. Et puis là, depuis que M. Macron est président, de toute façon, on a de quoi s'occuper, puisqu'on a globalement un projet de réforme tous les ans, voire 2 fois par an. Donc là, vous voyez, je sors de la direction de la sécurité sociale sur la réforme des retraites, la réforme de l'assiette dans le PLFSS 2024. Enfin, vous voyez, donc je veux dire, puisque Frédéric Rogier m'a demandé de m'occuper des relations avec les pouvoirs publics, je passe plus de temps presque que sur la communication de la maison. On a beaucoup travaillé aussi sur tout ce qui était rendement du régime et puis les placements. Les placements, c'est un sujet. Quand je vous disais qu'on est propriétaire, oui, mais l'État peut influer sur nos placements. Il faut que vous sachiez qu'on a des quotas pour l'immobilier, on a des quotas pour les obligations, on a des quotas par définition pour les actions, puisque ça c'est le 3e quota. Et puis, à l'intérieur de tout cela, aujourd'hui, vient se percuter le financement d'une économie verdissante, si je puis dire, où on veut verdir la vie de la population, oui, mais comme on n'a pas de sous, qu'est-ce qu'on fait ? On veut drainer l'épargne de tout le monde, aussi bien la nôtre que celle des particuliers, pour financer ces virages. Donc voilà, bien évidemment, j'oublie plein de sujets. On a aussi un gros sujet d'action sociale qui n'est pas négligeable, où on a fait des choses bien spécifiques et de solidarité. C'est un point important parce que cette caisse professionnelle peut être solidaire avec cette population. On a fait des efforts significatifs au moment du Covid. On en fait aussi sur nos confrères qui sont souffrants ou qui ont des accidents de la vie. Ça, c'est des choses qui existent. Là aussi, la solidarité compte. Vous avez évoqué plusieurs fois le groupe Berry, sans vraiment expliquer ce que c'était. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer quelle était la situation avant 2015 le groupe Berry, oui, c'est un assemblage bizarre qui est lié à l'histoire de mutualisation de charges et de moyens. Il y avait 4 entités. Une qui est l'IRSEC, c'était principalement les auteurs-compositeurs dans un régime complémentaire, enfin, et rédacteurs, etc., avec des problèmes internes colossaux, enfin des artistes déjà, ça veut dire déjà beaucoup de choses, mais aussi des gros bataillons sur tous ceux qui s'occupaient d'art photographique et autres, qui n'étaient pas affiliés, qu'il a fallu intégrer. Enfin bon, déjà il y avait un pôle artistique, si vous voulez, qui était en conflit interne. C'est déjà un premier sujet. Deuxièmement, on avait des officiers ministériels. Officiers ministériels non notaires, c'est-à-dire administrateurs judiciaires, huissiers, greffiers de tribunaux de commerce, etc. Et puis, on leur a pris les avoués, qu'on a mis chez les avocats. Donc, du coup, ils ont perdu en démographie et ils n'ont pas encore fini de se battre avec le Conseil des barreaux, enfin avec la Caisse des barreaux, pour toucher la soulte financière, puisque c'est eux qui payent les retraites, mais ils n'ont plus les recettes en face. C'est le problème des régimes par répartition. Le 3e régime, c'était la CIPAV, qui connaît bien des malheurs aujourd'hui, qui étaient les gros bataillons, si vous voulez. Cette CIPAV, donc c'était les métiers du bâti, plus tout ce qu'on ne sait pas mettre ailleurs. Et donc on y a collé les auto-entrepreneurs, entre autres, libéraux. Et donc de ce fait, ça a fait 1 million d'adhérents, enfin un truc de fou, quoi, par rapport à nous. Et nous, on était 20 000 au milieu de tout ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse au milieu de ce cirque ? Et donc on était complètement déséquilibrés. En plus, si vous voulez, nous avions l'avantage d'être monoprofessionnels, alors que même la CAVOM, ils sont moins nombreux que nous, mais enfin avec plusieurs métiers. Et des métiers qui, en plus, subissaient des réglementations. Par exemple, les commissaires-priseurs ont subi une réglementation qui a pu les pénaliser. Vous voyez ce que je veux dire ? On a les huissiers, en ce moment, ils ne sont pas bien parce que... bref, il y a des tas de secteurs, si vous voulez. Et donc, on était à frais communs avec un système mal foutu. Les salariés étaient payés salariés d'une caisse qui était mis à disposition des autres. Il y en avait une autre qui s'occupait des achats. Enfin bon, une salade épouvantable, avec un seul directeur, un seul agent comptable, enfin, etc. La bagatelle de 350 à peu près salariés. Donc, ce groupe Berry, si vous voulez, c'est un échec de la mutualisation. Car en réalité, on ne peut mutualiser que des choses qu'à partir du moment où il y a une attitude personnelle et une forme d'égalité dans les moyens ou dans les besoins ou dans les ressources. Autrement, ça ne peut pas marcher. Donc, ça n'a pas marché.
et où on était largement en danger si on était resté. Et d'ailleurs, ce qui s'est écrit depuis l'a prouvé. Si nous étions restés dans ce groupe Berry, certainement que la CAVEC aurait suivi l'évolution de la CIPAV, que d'aucuns trouvent très bien et que globalement dans la maison on trouve pas bien du tout. Un autre point que je voulais aborder, c'était l'aspect démographie. Vous avez une vision de la profession qui est quand même assez unique, enfin précise en termes d'âge, on parlait d'égalité homme-femme, etc. Quelles sont les évolutions que vous voyez aujourd'hui et les grandes tendances qui se dessinent sur le plan démographique? Une évolution, une féminisation de la profession. Enfin, on n'en est pas encore à du 50-50, on en est loin. Hein. Je crois qu'on doit être à un tiers, deux tiers, quelque chose comme ça. Ça, c'est une évolution démographique. Deuxième évolution démographique, l'âge d'installation est assez stable. On est toujours aux environs de 35 ans, ça ne bouge pas. On a une augmentation du nombre de diplômés. Et globalement, ces diplômés, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, continuent à s'installer à titre libéral et à se regrouper, enfin, ou à titre indépendant, et progressivement se regrouper ou avec des copains, si vous voulez. Enfin, je veux dire, on a un mouvement. Ce qui fait qu'en réalité, aujourd'hui, on a encore une démographie c'est pour ça que j'ai parlé de rendement technique, mais on est en équilibre technique aussi, puisque on a à peu près, enfin un petit peu, pas tout à fait, mais presque, 2 cotisants pour un prestataire. On n'est pas tout à fait à 2, on doit être à 85 ou quelque chose comme ça. Mais ce qui est déjà énorme par rapport à la population française. Et en plus, on a un avantage, quand vous disiez, quand on en parlait, c'est que cette démographie est assez lisse dans la profession. C'est-à-dire qu'on n'est pas une profession à évolution, j'allais dire, explosive, comme celle des avocats ou de certaines professions d'auxiliaire de santé, si vous voulez. On est en progression à peu près de 3%, de manière assez constante, de nos affiliés. Ce qui fait qu'en réalité, si vous voulez, quand on a une démographie qui n'est pas explosive, mais qui n'est pas non plus récessive, c'est beaucoup plus facile d'avoir un régime qui est équilibré et qui est cohérent. Donc là aussi, on le fait. Et puis, on a mis au point tout un système avec des critères de risque qui s'appellent, dans notre jargon, la méthode RCIP, si vous voulez, où on prévoit, ce qui nous permet aujourd'hui de considérer que nos réserves nous permettraient d'équilibrer le régime jusqu'à 2065, enfin un truc comme ça. Donc voilà, avec des hypothèses d'équilibrer le régime. Enfin, on aurait fini de consommer nos réserves en 2065, si, d'accord, mais enfin 2065, ce qui veut dire que ceux qui rentrent dans la profession aujourd'hui sont à peu près assurés de toucher leur retraite le jour où ils la prendront. Vous avez parlé aussi de la partie action sociale. L'image qu'on a de la profession, c'est que comparé aux avocats où on a des écarts très importants, on a une image assez homogène de revenus, de situations. S'il y a un volet action sociale, c'est que c'est pas la réalité. Il y a aussi des situations compliquées. C'est plutôt des situations qui sont liées aux accidents de la vie. Enfin, pour être très clair, c'est à peu près ça. Enfin, je veux dire, les confrères ont une grande pudeur quand ils ont quelque chose qui ne va pas. C'est dommage. Qu'à la limite, ils ne veulent pas que ça se sache au niveau de l'ordre local pour des raisons personnelles. Enfin, mais nous, ici, on ne sait pas gérer, on ne descend pas au niveau... je veux dire, on étudie les choses de façon nationale, on n'a pas de raison de trahir le secret. Non, on a il y a des gens qui sont malades, il y a des gens... Enfin bon, on a pas mal de choses. Vous savez, expertise comptable, c'est un métier dur. Si on n'est pas détaché de ce que font les clients, on finit en burn-out, il ne faut pas se tromper. Il y a quand même... on n'a pas de statistiques, mais je suis sûr que c'est quand même fait partie de ces professions où il y a beaucoup de stress, d'une part, et qui peuvent agir sur des problèmes de santé, qu'ils soient cardiaques ou qu'ils soient tout ce qu'on veut. Je pense qu'on doit être une profession assez recordman en matière d'hypertension. D'accord. Oui, donc c'est un appel aussi à se tourner vers vous quand il y a ce genre d'accident de la vie. Absolument. Ouais. Okay. D'abord parce que, d'abord, on a un régime à validité d'essai qui peut être en première ligne, mais on a des finances disponibles et malheureusement, on n'utilise pas tout. Et c'est pas faute de chercher à les utiliser, mais on n'utilise pas toute l'action sociale. On a des possibilités. On a dit les taux sont meilleurs, le taux de rendement est mieux, enfin il y a un équilibre, etc. Si on doit résumer en quelques mots, c'est quoi le secret de cette bonne gestion depuis toutes ces années? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Un organisme qui est géré par des confrères pour ses confrères.
C'est parce que ceux qui le gèrent, gèrent leur propre intérêt. C'est ça la logique. Oui, Ils veillent sur leur on connaît les besoins, si vous voulez, on discute avec les gens. Enfin, je crois qu'au dernier congrès à Montpellier, on avait 6 personnes sur le stand parce qu'une 7e nous a fait défaut pour raison de Covid, si je puis dire. On a vu plus de 1000 confrères. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un point, c'est quand même pas neutre. On a une crédibilité aussi dans la profession parce que quand on fait un webinaire sur la réforme des retraites, pas spécialement de la CAVEC, puisque pour le moment, on n'a pas d'impact réforme des retraites sur la CAVEC. Avoir 1600 participants, comme on a eu, c'est quand même significatif, si vous voulez. Voyez. Donc, je crois aujourd'hui qu'on a un positionnement on a une bonne crédibilité par rapport à la profession, aux professionnels, avec toujours ces interrogations et nos réserves. Alors, on m'a encore posé la question avant-hier. Bon, restons calmes sur les réserves, elles sont à nous. On pourra peut-être nous indiquer comment il serait raisonnable de les utiliser, mais on ne peut pas nous imposer ce genre de choses. C'est un principe fondamental de propriété. Propriété, c'est constitutionnel, aussi bien en France qu'en Europe. Point. Alors, c'est une propriété collective, ok, mais c'est à nous. Point. Donc, d'où le grand soin qu'on prend à les gérer. Bon, on pourrait avoir des placements plus champagne, mais on est obligé aussi de gérer dans la durée, d'où ce mix immobilier, obligataire et actions. Alors, est-ce qu'on peut les lister, ces bonnes décisions qui ont été prises au cours des dernières décennies? Oui, enfin, les bonnes décisions, je les ai évoquées quand on a fait un peu l'historique sur le fait de créer un régime complémentaire, de créer d'invalidité d'essai, d'exonérer, d'embarquer les salariés, enfin, tout cela, si vous voulez, au fil du temps, parce que le temps, effectivement, ça fait 75 ans, à peu près, mais au fil du temps, on s'est adapté, comme la profession s'est adaptée. Je veux dire, on avait... En 1945, j'oublie pas quand même j'ose pas dire combien il y avait d'experts comptables à l'époque, donc ou même de comptables agréés. Non, je crois aujourd'hui qu'on a su s'adapter à la société. On n'a jamais, moi j'ai jamais, depuis que je suis dans cette maison, ça fait plus de 10 ans maintenant, 13 ans. Oui, vous devriez faire ci, faire ça. Enfin, j'ai jamais eu ce genre de truc. Dommage d'ailleurs. Toutes les idées sont bonnes à prendre, mais les gens, nos confrères sont globalement satisfaits. Moi, ce qui ne me satisfait pas, c'est qu'il y en a qui ne savent pas tout ce que la CAVEC peut apporter, et là, il y a un déficit de curiosité dans la profession, mais qui n'est pas que pour la CAVEC d'ailleurs, qui est, que je qualifierais assez général. Quand je dis déficit de curiosité, c'est parce que il y a une prégnance du temps par rapport aux besoins des clients, par rapport à... C'est quand même une profession qui vit avec des calendriers. Si vous voulez, un avocat, s'il n'est pas prêt, il demande un report. Un expert comptable, s'il n'est pas prêt, il ne peut pas demander de report. Vous voyez, donc de ce fait, toujours en train de courir après le temps. Et puis, il paraît-il qu'en ce moment, on a du mal à trouver des collaborateurs. Donc, c'est encore plus compliqué d'expliquer les choses. Bon, voilà, tout ça, c'est... Mais on a quand même beaucoup de retours et on est très perméable à l'ambiance. Et vous voyez, là, sur la réforme, malheureusement, on n'obtiendra pas totalement gain de cause, mais on a fait suffisamment de bruit pour pouvoir la gérer. On a eu des plateformes communes, les deux syndicats, les deux institutions et la CAVEC. À 2 reprises, on a eu une plateforme commune politique sur l'évolution du régime de retraite. D'accord ? Donc là aussi, cette unité professionnelle pèse. Sur cette réforme, si vous voulez, je crois aujourd'hui que le Conseil supérieur est sollicité par certains aspects administratifs. Nous, on va défendre notre logique et nos besoins, mais on saura pouvoir s'appuyer au moins sur le Conseil supérieur, la Compagnie nationale, peut-être les syndicats si... ils auront d'autres débats peut-être l'année prochaine. Donc, je ne veux pas m'immiscer dans ce genre de sujet, puisque ici, la CAVEC, c'est comme la Suisse, c'est neutre. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cet échange qui a été très riche. Je pense qu'on a tous beaucoup appris, à la fois sur votre parcours, bien sûr, mais aussi sur l'importance et l'histoire de cette institution qui est la CAVEC. Merci, au revoir, et puis merci aussi d'avoir permis cet échange. Merci, Michel Giordano. Au revoir. Cet épisode est maintenant terminé, merci beaucoup de l'avoir écouté. Si vous ne l'avez pas encore fait, avant de partir, je vous invite à vous y abonner. Et si vous l'avez apprécié,
n'hésitez pas non plus à prendre quelques secondes pour mettre 5 étoiles sur l'application que vous utilisez. Ça n'a l'air de rien, mais ça nous permettra de le faire connaître au plus grand nombre. A bientôt dans 2 premières ordres.